Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre donc, pour ce webinaire sur le financement de la transition écologique des associations, en particulier sur les questions d'énergie renouvelable. Je me présente rapidement, donc Édouard de Sainte-Marie-Ville. Je suis conseiller associatif à France Nature Environnement. J'accompagne les associations environnementales sur différents dossiers, mais notamment les dossiers CAPASO. Et j'accompagne également l'ensemble des associations, il y a du boulot, sur la transition écologique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'est organisé ce cycle de 4 webinaires. Alors je suis désolé si certains ont déjà participé aux 2 précédents, mon intro est assez similaire. Et ce cycle de webinaires donc, qui vise à faciliter déjà la connaissance et ensuite l'accès des associations aux financements qui peuvent exister en lien avec la transition écologique. En effet, peut-être vous connaissez l'étude de recherche et solidarité qui porte sur l'engagement des assos dans la transition écologique, mais un des freins majeurs, bon, ce n'est pas spécifique aux associations, mais c'est bien sûr la question du financement de cette transition. Alors, ce cycle de webinaire lui-même a bénéficié de financement, donc en particulier donc, ceux du Fonds de développement de la vie associative et du Conseil régional. Alors, quelques petites consignes pour le webinaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez couper la vidéo si vous le souhaitez et surtout si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay, donc qui sera mis en ligne sur le site de France Nature Environnement, ainsi que, souvent on a la question, tous les diaporamas et autres documents qui seront présentés, tout sera mis sur notre site internet. Je vous invite également à couper le son et puis le réactiver lors de la séquence finale, entre guillemets, de questions-réponses. Et vous serez invité évidemment à poser vos questions. Alors, vous pouvez aussi poser vos questions dans le fil de discussion, surtout si vous avez peur de les oublier. Éventuellement, les intervenants, s'ils captent les questions, ils pourront y répondre au fil de l'eau, mais sinon on les reprendra donc dans une séquence à la fin de ce webinaire. Donc le cycle de cap webinaire, bon là je vous ai mis une slide un petit peu récapitulative. Les 2 premiers ont eu lieu donc sur la végétalisation, la consommation de l'eau, la mobilité. Donc aujourd'hui on va parler d'énergie renouvelable et le 10 avril, donc attention, on a changé de date. Initialement c'était prévu fin mars, le 27 mars, et justement le 27 mars on a une journée sur la sobriété donc qui s'organise avec le Conseil régional et l'ADEME. Donc du coup le webinaire est décalé au 10 avril. Je vous invite encore à vous inscrire, il y a toujours des places disponibles, c'est à peu près sans limite. Enfin, il y a des limites techniques, mais bon, qui sont assez larges. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme je suis dans une petite page de pub, je continue pour évoquer la parution prochaine d'un guide sur la transition écologique dans le cadre du réseau Guidasso. Donc, le réseau Guidasso, ça réunit tous les acteurs de l'accompagnement des associations. Et dans ce cadre-là, la transition écologique a été identifiée comme un axe prioritaire et on a souhaité, au travers un guide, rassembler toutes les ressources qui pouvaient être intéressantes, pertinentes pour les associations. Donc voilà, différentes ressources et également référencer les personnes, les structures qui peuvent accompagner les associations. Donc ce guide est apparaître très prochainement et on aura un autre webinaire pour le présenter le 9 avril. Bon, là, je vous invite à vous inscrire, mais je n'ai pas encore le lien d'inscription. Enfin, vous pouvez retenir quand même la date. Parmi les sujets qui seront abordés dans ce guide, il y a bien sûr la question du financement. Donc, on va justement parler de ça aujourd'hui. Déroulé du webinaire, donc introduction générale, pourquoi, comment réduire les consommations d'énergie. Là, l'intervenant, il est vraiment excellent, c'est moi-même. Bon, c'est pour rigoler. J'irai très vite. L'idée, c'est que chacun justement des intervenants qui suivront pourront préciser un petit peu. Je ferai un panorama voilà, très rapide. Ensuite, on aura une présentation du Fonds Chaleur et de la plateforme Agir pour la transition
par David Magnier, donc responsable du pôle transition énergétique à l'ADEME. Ensuite, on aura une présentation de comment finalement mobiliser l'épargne citoyenne pour produire, alors j'allais dire de l'électricité, mais pas uniquement, également de la chaleur, donc avec énergie partagée. Donc Anne-Fleur Kerouédan. Alors désolé Anne-Fleur, avec ton nom de famille, j'ai toujours une petite hésitation. Tu me corrigeras si je me suis trompé. On aura ensuite le témoignage de l'association du Relais Orléanais qui justement a travaillé avec Énergie Partagée un projet de production photovoltaïque accompagné en ça eh bien des survoltés du canal. Donc il y aura Étienne Delécrin donc du Relais et Joël Tissier des survoltés du canal. Donc un petit témoignage parce que on le sait souvent ça aide à déclencher finalement l'action, de savoir qu'il y a d'autres structures, d'autres associations qui ont peut-être franchi le cap. La séquence de questions-réponses, si j'ai réussi à gérer le timing, alors on essaiera vraiment de garder un temps pour ces questions-réponses. Et puis, je vous ferai un petit récap des autres aides éventuellement qui existent en lien avec le sujet et qu'on n'aura pas abordé précisément. Voilà, donc j'embraye assez vite sur une petite introduction par rapport aux enjeux. Alors j'ai essayé en une slide de résumer les enjeux. Alors j'espère que vous allez vous y retrouver. L'idée, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais on le voit là. Alors SNBC sur le graphique là, peut-être vous le voyez, SNBC, Stratégie nationale bas carbone. En gros, l'idée c'est de baisser la consommation des bâtiments tertiaires. Donc on a un enjeu de baisse de la consommation pour faire face aux enjeux de diminution des émissions de gaz à effet de serre. On a cet enjeu-là aussi pour faire face à la hausse tendancielle du coût de l'énergie. Donc là, on peut dire l'enjeu, il est peut-être moins environnemental, mais il est quand même important pour les structures de faire face à cette hausse des coûts de l'énergie qui, même s'il y a des soubresauts, bon, on pourrait le voir aussi là avec ce qui se passe évidemment au Moyen-Orient, mais il y a des soubresauts, mais globalement, on va être sur une hausse tendancielle importante. Et puis l'autre élément, c'est que aujourd'hui, on est à 36% des énergies qui sont consommées qui sont d'origine fossile. Et donc, on a un enjeu à finalement faire à la fois baisser cette consommation et puis faire basculer vers des énergies renouvelables. Bon, sans doute qu'il y aurait plus à dire et peut-être que David souhaitera compléter tout à l'heure, mais voilà, un petit panorama rapide. Également le cadre réglementaire. Alors, ma slide, elle est à peu près aussi lourde peut-être que les contraintes réglementaires. Bon, je le dis en plaisantant, je pense que la réglementation, elle a plutôt des bonnes intentions. Elle se traduit quand même par des subtilités, beaucoup d'exceptions aussi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a trois grandes exigences qu'on peut identifier par rapport aux bâtiments tertiaires. Il y a une obligation de solarisation et ou végétalisation en fonction de si vous êtes en construction neuve ou sur une extension ou une rénovation, voire même à partir de 2028, tous les bâtiments existants de plus de 500 mètres carrés seront concernés. Une obligation également de mettre en place des BAC, c'est-à-dire des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments pour optimiser les consommations justement d'énergie en fonction de est-ce qu'il y a du monde ou pas dans la pièce, etc. Et ça, c'est pareil, c'est en fonction d'un certain nombre de critères, et notamment la puissance des installations de chauffage, qui fait que vous avez ou pas cette obligation vous avez ou pas une obligation à mettre en œuvre ces systèmes d'automatisation. Alors, je vous ai mis des liens cliquables à chaque fois, donc vous pourrez ensuite approfondir ces aspects-là. Et il y a évidemment aussi connu le décret tertiaire qui impose des baisses d'énergie
avec un calendrier et également une obligation de reporting, en fait, finalement, de là où vous en êtes de la consommation d'énergie. Allez, dernière slide, pour moi en tout cas. Par rapport à tout ça, les associations, évidemment, elles peuvent agir. Le premier levier qui est super important, et pourtant on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, c'est la question déjà de la sensibilisation des usagers et de travailler sur la sobriété. Alors j'ai évoqué la journée du 27 mars, donc voilà, on y consacrera finalement plus qu'un webinaire, mais carrément toute une journée. Vous êtes invité évidemment à participer à cette journée également. Donc la sobriété, il y a une étude de l'ADEME qui montre que on peut déjà, alors évidemment ça va dépendre des situations, mais l'ordre de grandeur, on peut baisser de 11 à 13% la consommation d'énergie, rien qu'en travaillant sur la sobriété d'usage. Bien sûr, il y a la rénovation des bâtiments, ça on en parle dans le webinaire du 10 avril. La végétalisation, on en a parlé au webinaire de janvier. Et puis donc aujourd'hui, on va parler de production d'électricité photovoltaïque et également du changement de système de chauffage. Bon, j'étais un peu speed dans mon intro. Si nos intervenants par la suite voient des points à préciser, n'hésiteront pas à le faire. David, je vais donc te proposer de prendre la suite. Voilà. Alors, tac. Tu me proposes le partage, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est parti. Je te laisse peut-être te représenter un petit peu et puis et voilà. Hop. Partager. Hop. Vous avez la même chose à la même écran. C'est bon? Donc oui, bonjour à tous. Donc David Meunier, je suis responsable du pôle transition énergétique à l'ADEME Centre Val de Loire. Donc, dans le pôle, on est une dizaine d'ingénieurs et on intervient pour toutes nos cibles, à savoir les entreprises, les collectivités, les associations, on va dire tout le monde excepté le particulier, puisqu'on n'a pas d'interaction en direct avec les particuliers sur toutes les thématiques qu'on suit. Et sur la transition énergétique, on a différents outils pour accompagner tous ces acteurs. Donc des outils qui, in fine, pour objectif de décarboner leurs activités en mettant en œuvre des solutions pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables thermiques, pour, sur certains process industriels électrifiés et décarbonés. Et bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais on a beaucoup de dispositifs pour accompagner. Sur la présentation du jour, donc, je vais vous apporter, et ma première diapo va faire suite à la dernière d'Edouard. Donc, quelques minutes pour évoquer donc avec vous la chaleur renouvelable. Mais avant toute chose, ce sont des démarches qui s'inscrivent dans un process avec différentes étapes, et il ne faut surtout pas les louper, ces étapes. Et la première des choses à faire avant d'envisager de s'engager sur un projet d'énergie renouvelable, que ce soit électrique ou thermique, c'est bien sûr de réduire les consommations d'énergie. Pour réduire les consommations d'énergie, plusieurs leviers. Le principal levier, la sobriété, comme évoqué juste avant par Edouard. Donc la sobriété, c'est vraiment utiliser l'énergie dont on a besoin, juste en quantité dont on a besoin, quand on en a besoin. C'est par exemple allumer une pièce uniquement quand on est dans cette pièce, parce que s'il n'y a personne à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'éclairer, il n'y a pas de besoin, et rien que ce geste-là, ça permet de faire des économies d'énergie. Si on reste toujours sur le sujet de l'éclairage, et cette fois-ci de l'efficacité, comme vous le savez sans doute, un éclairage utilisant une ampoule à LED ou basse consommation, oui, il va moins consommer qu'une ampoule à lampe incandescente, à filament. Donc il ne s'agit pas d'enlever immédiatement toutes vos ampoules à filament, parce que si elles peuvent encore fonctionner et vous rendre service uniquement quand vous en avez besoin, il faut le faire. Mais le jour où elle va être grillée, l'idée c'est de la remplacer par quelque chose de plus efficace et qui va moins consommer d'énergie pour apporter le même niveau de confort. Donc une fois que vous avez fait ces actions sur la réduction, enfin sur la sobriété en ayant des gestes et des comportements adaptés, et puis sur l'efficacité
en ayant recours à des équipements qui ont des performances intéressantes, qui utilisent peu d'énergie pour satisfaire votre besoin, en ayant isolé vos bâtiments pour réduire le besoin thermique et chauffage, vous pouvez cette fois-ci passer aux énergies renouvelables. Et donc, ces énergies renouvelables vont vous permettre d'assurer tout ou partie du besoin résiduel. En bas de slide et en lien avec donc les thématiques de la sobriété et de l'efficacité, je pose tout de suite le sujet. En fin de compte, toutes les aides ou accompagnements qu'on va pouvoir apporter par la suite aux investissements en lien avec la chaleur renouvelable seront conditionnés, éco-conditionnés, pour des règles qu'on a convenues au niveau régional entre l'ADEME et le conseil régional. On est partenaires sur ces thématiques-là. Pour ce qui est des bâtiments, on va avoir une exigence d'atteinte d'une certaine performance énergétique avant de pouvoir accéder aux énergies renouvelables. Il s'agit, comme vous l'avez compris, de ne pas chauffer des passoires thermiques. Donc, on souhaite que pour les installations renouvelables dédiées au chauffage, notamment d'un bâtiment, ben, que ça s'adresse à un bâtiment qui a une certaine performance. Donc, à savoir la classe B, ou à défaut, si ce n'est pas une classe énergétique B, atteindre une classe C avec un gain d'au moins 100 kWh par mètre carré par an. Et sur la droite de la diapo, je vous ai mis un lien vers, sur notre site ADEME Agir pour la transition, une rubrique dédiée à la thématique sobriété. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la chaleur renouvelable, on la soutient et on l'accompagne financièrement à l'ADEME avec une dotation des moyens que l'État nous confie, à savoir le fonds chaleur. Donc le fonds chaleur qui est un dispositif qui, depuis 2009, depuis le Grenelle de l'environnement et qui a survécu depuis. Avec ce fonds chaleur, doté de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année à l'échelle nationale, on soutient les filières suivantes. Donc le bois énergie, la géothermie qui va vous permettre d'assurer des besoins de chaud mais aussi de froid ou de rafraîchissement, le solaire thermique, un gros poste que sont les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur sont aujourd'hui en France le principal vecteur de valorisation de la chaleur renouvelable thermique. Donc dès lors qu'on est sur un réseau de chaleur qui peut faire quelques dizaines, centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres, dès lors que ce réseau de chaleur est alimenté majoritairement par de la chaleur renouvelable, on peut financer ce réseau. Et puis la thématique de la récupération de chaleur fatale ou récupération de chaleur au sens large, issue soit de process industriels, issue d'unités de valorisation, valorisation, incinération d'ordures ménagères. On peut récupérer de la chaleur à la sortie d'une station d'épuration dans l'eau avant qu'elle soit émise dans l'environnement. Enfin bref, la chaleur fatale, c'est aussi une source quasi inépuisable de chaleur. Alors, je vais particulièrement développer les filières bois énergie, géothermie et solaire thermique. Réseau de chaleur, juste pour savoir si le bâtiment que vous occupez ou le site que vous occupez est à proximité d'un réseau existant, ben, la première des choses à faire, ça sera, avant d'investir en propre sur une installation dédiée, ça sera d'examiner l'opportunité de se raccorder à ce réseau. Et s'il n'y a pas de réseau, mais qu'il est un peu plus loin, ben avec l'exploitant ou le gestionnaire du réseau, voir si dans son plan d'évolution du réseau, une extension vers votre site est envisageable. Le bois énergie, on parle ici donc d'une ressource locale. Donc il faut savoir que le bois énergie, c'est la première source de chaleur renouvelable en France. Ce qui en fait qu'elle est la première, c'est que surtout aujourd'hui, on a beaucoup de particuliers qui, pour leur logement, utilisent le bois bûche, principal combustible. Là, ici, nous, on soutient des installations qui sont à alimentation automatique, donc qui n'utilisent pas de la bûche, qui vont utiliser ce qu'on appelle de la plaquette, du bois déchiqueté, qui peut avoir plusieurs sources, mais principalement dans notre région, la plaquette est forestière, elle est d'origine forestière, et elle est liée à l'exploitation de la forêt pour d'autres usages que l'énergie.
donc pour alimenter les filières industrielles de l'ameublement, de la construction bois, du papier, etc. Enfin, pour tous les besoins industriels du bois. Et quand on exploite le bois en forêt, on va pas forcément utiliser l'intégralité de l'arbre qui va être prélevé. Il y a des plus petits diamètres qui ne sont pas utilisés pour les filières industrielles, et c'est ces plus petits diamètres de bois qui sont broyés, séchés ou pas, ça dépend de la taille des installations qui vont les utiliser derrière, mais en tout cas voilà, qui sont broyés et mis à disposition, entreposés sur un site pour ensuite être livrés au niveau des chaufferies. Donc le bois énergie, c'est une ressource de proximité dans notre région. Là, pour les installations des tailles qui vont vous intéresser, on sera sur un transport sur quelques dizaines de kilomètres, donc en circuit court, qui contribue à une économie locale. Et on va observer, en tout cas pour cette forme de ressource bois, à savoir la plaquette, une stabilité des prix. La petite contrainte avec une installation bois, c'est que ce sont des installations qui aiment bien fonctionner en base, c'est-à-dire un peu tout le temps à la même puissance, au même régime, qui ont plus de difficultés à faire des grandes variations de puissance, comme pourrait le faire une chaudière gaz, qui va pouvoir moduler de quelques pourcents jusqu'à sa puissance maximale. Une chaudière bois aime bien ronronner, mais par rapport à cette contrainte, on peut mettre des équipements hydrauliques après la chaudière qui vont permettre de lisser un peu les besoins, c'est-à-dire stocker de l'énergie et faire fonctionner la chaudière en tout ou rien plutôt que de la faire fonctionner à un mauvais régime, ce qui va faire qu'elle va peut-être s'encrasser, qu'elle va avoir des émissions, des émissions qui ne seront pas satisfaisantes. Autre point important avec le bois énergie, c'est que ça va demander un petit peu plus de place, un petit peu plus de surface au sol, à la fois pour le stockage et puis même pour la chaudière en elle-même. Une chaudière bois prend plus de place qu'une chaudière gaz pour la même puissance. Dans le schéma, on voit une chaudière bois et puis une chaudière d'appoint, puisqu'il n'est pas tout le temps pertinent d'installer la puissance maximale nécessaire en bois. On peut une partie de la puissance peut être du bois, et puis le complément peut être assuré par une chaudière fossile ou une autre chaudière bois, mais dimensionnée correctement pour que les deux, ou l'une séparément de l'autre, fonctionnent au meilleur régime de fonctionnement. Mais bon, tout ça sera étudié au préalable de l'installation. La géothermie, autre filière très importante et très prometteuse en Centre Val-de-Loire, parce qu'en Centre Val-de-Loire, on peut faire de la géothermie quasiment sur l'intégralité du territoire, où qu'on soit en Centre Val-de-Loire. Donc là, ici, on parle de géothermie de surface, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la ressource, l'énergie, les calories, dans une tranche entre 0 et 200 mètres de profondeur maximum. Sur cette tranche-là, on va avoir accès à une ressource qui a des niveaux de température qui ne permettent pas un usage direct de la chaleur dans les bâtiments. Donc, cette ressource sera associée à une pompe à chaleur qui sera installée dans le bâtiment et qui va faire remonter en température la ressource qu'on aura captée dans le sol, captée dans la nappe ou captée dans le sol, et qui sera à des niveaux de température entre 12 et 14-15 degrés. C'est à peu près la moyenne qu'on rencontre en région. La géothermie avec captage sur nappe, donc on va disposer à minima de 2 forages, ce qu'on appelle un doublé de forage, un forage qui va aller prélever l'eau, la remonter en surface, la faire passer dans un échangeur. Cet échangeur lui-même en connexion avec la pompe à chaleur extrait les calories et les envoie dans le bâtiment. Et de l'échangeur va ressortir de l'eau un peu plus froide, puisqu'on aura pris quelques calories. Donc on va peut-être prélever de l'eau à 15 degrés et puis la réinjecter à 11 ou 12 degrés dans le même aquifère, dans la même nappe, mais à des distances qui permettent que les deux captages les deux forages ne se polluent pas entre eux thermiquement. Quand on est sur un captage sur sonde, là ici, peu importe présence ou pas en quantité, en qualité, en profondeur d'eau, de nappe, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, puisque là, on a un échange thermique entre le sol et nos sondes verticales. Sonde verticale, c'est un trou de 25-30 cm de diamètre qui va être réalisé, qui va descendre jusqu'à
50, 100, 200 mètres, ça dépend de la nature du sous-sol et de la ressource au droit du bâtiment ou de l'équipement. On va faire une ou plusieurs sondes. Cette sonde, elle est constituée donc d'un tuyau qui descend dans le trou. Ce tuyau est enrobé d'un liant, un ciment, qui assure la continuité thermique entre le sol qui est autour du trou et puis le tuyau. Et dans ce tuyau, on fait circuler de l'eau en circuit fermé dans là où les sondes et qui elles-mêmes sont connectées directement à la pompe à chaleur. Et en faisant circuler l'eau dans ce circuit fermé, l'eau monte légèrement en température, plus elle va descendre. Et à la remontée, elle peut ressortir à voilà, une quinzaine de degrés, équivalent à ce qu'on peut avoir avec la nappe. Et la pompe à chaleur, derrière, travaille et va chauffer le bâtiment. On est sur une ressource stable, sans fluctuation. Utilisation d'une pompe à chaleur, mais sans les inconvénients d'une pompe à chaleur aérothermique, puisque vous pouvez faire la même chose avec l'air, aller chercher l'énergie dans l'air plutôt que dans l'eau ou dans le sol. Sauf que le souci, c'est que c'est en hiver que vous avez besoin de chauffer votre bâtiment et c'est en hiver que la température est la plus faible à l'extérieur. Donc c'est à ce moment-là où les performances de la pompe à chaleur seront les plus dégradées. Avec la géothermie, on s'affranchit de ça puisqu'on a une ressource dont la température est stable et très peu fluctuante dans le temps. C'est très discret, on ne voit rien. On peut même construire des bâtiments au-dessus des forages ou des sondes, dans certains cas, c'est possible, ou en dessous d'un parking. On a un rendement énergétique très élevé, puisque la pompe à chaleur a accès à une ressource à température stable. Et ça a l'avantage aussi de pouvoir fonctionner dans les deux sens, à savoir que vous pouvez prendre les calories dans votre bâtiment et les réinjecter dans le sol. Par contre, la contrainte importante, mais qui n'en est pas une, puisque si on met en œuvre une énergie renouvelable, c'est qu'on a travaillé sur la sobriété et l'efficacité. Donc la contrainte, c'est que pour être vraiment très performante, une installation utilisant une pompe à chaleur, et en particulier la géothermie, nécessite d'avoir des besoins en basse température, c'est-à-dire que les besoins de chauffage, les besoins de la chaleur dans le bâtiment doivent être entre, on va dire, 35 et 45-50 degrés, ce qu'on appelle de la basse température, de l'émission basse température, et non pas avoir des radiateurs en fonte avec de l'eau qui circule à 70 degrés. Ça, non, ça fonctionnera, mais la performance et les économies financières seront moins intéressantes. Parce qu'effectivement, une pompe à chaleur consomme de l'énergie électrique pour apporter le travail qui permet de faire le transfert de chaleur. Le solaire thermique, dernière filière qu'on va développer. Donc là, on va capter l'énergie que le soleil nous envoie. Alors, le petit souci, c'est que c'est une ressource qui est cyclique, avec des alternances jour-nuit et puis des saisons aussi qui font que en hiver et en été, on n'a pas le même apport, bien sûr, on n'a pas le même apport jour et nuit. Donc c'est une énergie qu'il faut stocker, donc sous forme d'eau chaude, pour pouvoir l'utiliser tout au long de la journée. Ce qu'on a capté la veille, on va pouvoir l'utiliser le soir ou le lendemain. Donc ça, c'est quand on est sur un stockage et un fonctionnement plutôt en période estivale. Mais en hiver, en fonction des apports, ça ne va pas être suffisant pour chauffer votre eau chaude sanitaire. Donc là, pareil, vous allez avoir une énergie d'appoint qui peut être fossile ou électrique pour quand même assurer votre besoin total. Mais en tout cas, pour ce qui est de la part énergie solaire, on est sur une ressource gratuite et inépuisable, en tout cas pour les 4 ou 5 milliards d'années qui sont devant nous. Très peu d'émissions de CO2, puisque pour son fonctionnement propre, le solaire va nécessiter des circulations avec des pompes électriques, mais très peu d'énergie. Et puis, c'est très efficace et c'est indépendant de la géographie. On peut très bien faire du solaire thermique n'importe où en France et encore plus dans notre région. Le dimensionnement de l'installation est quand même très conditionné au profil de consommation, au profil de production, et un stockage est donc nécessaire. Le solaire thermique, on va le réserver à des besoins d'eau chaude sanitaire qui peuvent être importants et puis plutôt centrés sur la période avril-octobre. Si vous n'avez aucun usage d'eau chaude sanitaire sur cette période-là, c'est peut-être pas pertinent de mettre du solaire. La richesse, mais aussi un peu l'inconvénient des énergies renouvelables
thermique, que ce soit le bois, la géothermie ou le solaire, c'est que chaque cas est un peu particulier et nécessite un peu de jus de cerveau en amont de la mise en œuvre des investissements. Donc, en amont, vous pouvez bénéficier, en amont de ces investissements, vous pouvez bénéficier de préfaisabilité qui vous sont réalisées gratuitement par nos animateurs multi-énergie. Ils peuvent avoir plusieurs casquettes, bois, géothermie, solaire, dans nos territoires. Et puis, à l'issue de cette étude de préfaisabilité ou d'opportunité, on peut vous apporter aussi un financement à la réalisation d'une étude de faisabilité qui doit être faite suivant un cahier des charges à respecter, une méthodologie à respecter, et par des bureaux d'études qui ont des qualifications reconnues garant de l'environnement, RGE, dans le domaine d'expertise concerné. Cette étude de faisabilité, on va l'accompagner à hauteur de 50 à 60%. Le cas général, ça va être 60%. Le 50%, c'est si le demandeur relevait d'une catégorie grande entreprise, grand groupe au sens européen, ce qui, je pense, est le cas. Ça peut être le cas de certaines associations, j'ai déjà été confronté au cas, mais en tout cas, dans la plupart des cas, ça va être 60%. Alors, cette carte de la région, en fin de compte, c'est pour vous expliquer très rapidement. Le fonds chaleur, qui existe depuis 2009, était initialement conçu, dédié, on va dire, à des grosses installations, des installations valorisant beaucoup d'énergie renouvelable. Puisqu'avec le fonds chaleur, on aide de l'énergie renouvelable. On n'aide pas une installation. Ce qui nous intéresse, c'est de l'énergie renouvelable, des mégawattheures, des quantités de chaleur. Et on avait des projets en Centre Val-de-Loire, comme un peu partout en France, mais on avait des projets qui étaient en dessous de ces seuils, en dessous de ces tailles d'installation qui permettaient d'être aidés par le fonds chaleur. Donc ça nous a causé quelques soucis, mais fin des années 2010, 2017, 2018, on a pu mettre en place, d'abord de manière expérimentale et puis maintenant de manière conventionnelle et en partenariat avec le conseil régional, un dispositif qui permet d'aider tout type, toute taille d'installation. Voilà, donc ce dispositif, ce sont les contrats d'objectifs territoriaux de développement des énergies renouvelables thermiques. Et donc les différents territoires coloriés sur la carte de la région sont des territoires qui se sont engagés dans ce dispositif, ce qui permet à toute structure éligible à nos aides, à savoir collectivités, associations ou entreprises, de pouvoir être aidée, quelle que soit la taille du projet, donc même les tout petits projets. Donc sur ces territoires, le financement de 40% de l'investissement est assuré pour les filières que j'ai développées juste avant. Sur ces territoires, mais aussi ceux qui ne sont pas coloriés sur la carte, là, les deux qui restent en blanc, vous pouvez être aidé quand même sur les études de faisabilité. Après, l'aide à l'investissement, elle ne vous sera accessible que si vous atteignez les seuils de droit commun, on va dire, du fonds chaleur sur les installations. Et puis, les préétudes de faisabilité d'opportunité en amont, c'est accessible partout sur le territoire régional. Donc, pour assurer ces études de faisabilité, d'opportunité, pardon, en amont et vous accompagner, vous avez des différents animateurs techniques. Donc, je ne vais pas tous les présenter, mais voilà, qui sont présentés sur une carte qui vous sera envoyée. Donc, à l'échelle départementale, en fonction des filières bois ou géothermie, en fonction du type d'acteur public ou privé, vous pouvez avoir des interlocuteurs différents. De toute façon, si vous êtes dans un département et vous contactez une des personnes, même si vous êtes trompé, ne vous inquiétez pas, tout le monde fonctionne en réseau et vous serez régulier vers la bonne personne. Donc ça, ce sont les personnes qui font de l'accompagnement technique. Et sur la page suivante, vous retrouvez les 17 territoires qui ont signé un contrat avec nous et le conseil régional et les coordonnées des personnes qui, sur ces territoires, peuvent aussi vous aiguiller. Donc voilà, sur ces deux slides-là, vous avez l'ensemble des contacts qui, au plus près du terrain, sont là pour vous mettre sur le bon chemin et vous aider à faire émerger votre projet chaleur renouvelable. J'ai cité ici quelques exemples d'associations qu'on a pu aider ces dernières années, donc de la chaufferie bois énergie ou de la géothermie, donc pour des structures telles que Emmaüs, hein, ils ont aidé sur 2 projets chaudière biomasse dans le Cher, mais ça peut être aussi
des IME ou des établissements qui reçoivent des personnes comme des établissements médico-sociaux portés par des associations. Donc de la géothermie sur sonde, sur nappe, enfin, dès lors que vous avez des bâtiments qui relèvent généralement de la catégorie tertiaire, avec des besoins, bien sûr, sur toute l'année, en tout cas une bonne partie de l'année, c'est tout à fait possible de monter ce type de projet. Dans les diapos qui vous seront transmises, bon là vous allez retrouver des retours d'expérience qui ne sont pas forcément des associations, mais qui vous permettent de découvrir un peu les différentes technologies et ce que les maîtres d'ouvrage ont pu, comment dire, ce qu'ils ont pu, qui ont pu bénéficier d'aide du fonds chaleur et mettre en avant un peu les particularités de leur projet. Et en ultime recours, je vous ai mis les coordonnées, nos coordonnées des principaux ingénieurs qui sont sur la thématique chaleur renouvelable par département. On a on a coupé la région en deux. Et donc, si vous n'avez, ce qui m'étonnerait, pas eu de réponse avec les interlocuteurs précédents ou si vous êtes vraiment sur un cas atypique, vous pouvez nous contacter en direct. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait des questions, mais on verra peut-être après. Je vais basculer, hop, cette fois-ci sur la présentation. Hop. Une rapide présentation de notre site agir pour la transition.indem.fr. Donc c'est vraiment notre site vitrine avec donc des entrées par cible. Donc les entreprises et les associations donc, sont regroupées dans la même site. Donc voilà, vous avez l'adresse du site agir pour la transition.indem.fr. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez rentrer par la porte entrée entreprise et association pour accéder à nos principaux accompagnements ou aides. Nous avons une offre de formation assez large, donc par domaine de la transition. La plupart des formations sont en ligne, mais aussi donc gratuites. Vous avez aussi des formations qui peuvent se dérouler en physique. Nous-mêmes, en direction régionale, nous en activons et on diffuse lorsqu'on en a programmé. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, par thématique, chacun y trouve un peu son compte sur le volet formation. Une rubrique conseil, donc très large. Vous pouvez rentrer par secteur d'activité avec, par exemple, si je prends l'action sociale, des conseils sur l'adaptation de vos bâtiments, la réduction des déchets, et pareil par thématique pour l'énergie, la rénovation des bâtiments, les achats, la mobilité, voilà. Donc des retours d'expérience pour s'inspirer des outils méthodologiques de tout type. Donc c'est vraiment là où vous allez retrouver toutes les ressources que l'ADEME met à disposition de ces différentes cibles. Et puis une dernière rubrique, donc aide financière, avec l'accès à la fois au catalogue des aides de l'ADEME, mais aussi on essaie de répertorier les financements proposés par d'autres partenaires qui peuvent aussi vous être adressés. Donc je ne vais pas cliquer dessus, mais sachez que là, si on continuait en inscrivant votre SIRET, vous auriez la liste de toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. Et donc si je vais sur le catalogue des aides ADEME, par exemple, suite à une étude d'opportunité réalisée par notre animateur géothermie dans le Loiret, il s'avère que la géothermie, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être mis en œuvre sur votre bâtiment. Il faut passer à une étude de faisabilité. Vous souhaitez nous demander une aide financière pour cette étude de faisabilité, vous venez sur la thématique énergie, vous déroulez, hop, géothermie, quelles sont les aides financières sur la thématique. Vous allez retrouver à la fois des aides à l'investissement, mais aussi des aides aux études d'aide à la décision, donc les études de faisabilité. Et là, vous pouvez vérifier les éléments permettant de valider que vous êtes éligible. Vous allez retrouver, en fonction de votre profil, association, ce que vous voulez faire, une étude de faisabilité, les documents à nous transmettre, et puis aussi
les différents cahiers des charges sur la base desquels vous sollicitez les bureaux d'études pour avoir une offre et ensuite nous solliciter et finaliser votre demande. Pour faire une demande, il faut avoir au préalable créé un compte en ligne, puisque toutes les demandes et puis ensuite tous les échanges se feront via cette plateforme et votre espace personnel. Je vais essayer de faire rapide. Je suis posé à répondre à vos questions et je repasse la main à Edouard. Je ne sais pas si on les fait tout de suite, les questions-réponses, ou si ça se fait à la fin. Ouais, merci beaucoup David pour tous ces éléments, à la fois très techniques mais très clairs, donc merci beaucoup. Alors tu as une question, tu verras dans le fil de discussion, peut-être tu pourras y répondre, mais sinon en effet je propose qu'on prenne toutes les questions à la fin. La gestion des cendres, je peux y répondre très rapidement. Gestion des cendres, c'est retour au sol. Alors ça dépend bien sûr des volumes. Quand on est sur des très grosses installations, les exploitants, voire même parfois les fournisseurs du combustible plaquettes gèrent ça. Sinon, ça peut être épandu, notamment dans les collectivités, sur les espaces verts. Il peut y avoir une part des cendres qui retourne directement au sol. Ok, ça marche, merci. Je propose à Anne-Fleur de prendre la parole. Merci David. À tout à l'heure peut-être pour les questions qui pourraient émerger par la suite. Voilà. Alors Anne-Fleur, je te passe la main et la parole et je te laisse te présenter. Merci beaucoup Edouard. Bonjour à toutes, à tous. Donc, je suis Anne-Fleur Carouédan d'Énergie Partagée et j'accompagne les projets d'énergie renouvelable citoyens dans toute la région. Et donc là, je vous propose de voir comment vos associations peuvent aussi bénéficier des financements citoyens. Alors, on commence par d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projet citoyen? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Bon, j'attends pas vos réponses, mais hop, c'est une éolienne. Et maintenant, en fait, cette éolienne, elle appartient à l'ensemble des personnes que vous voyez en bas, où il y a des habitants d'à côté, des habitants d'un petit peu plus loin, des élus, des salariés des différentes institutions, collectivités du coin, des syndicats, beaucoup de monde qui sont tous citoyens français et qui interviennent dans le financement de ces éoliennes. Et donc, ces éoliennes leur appartiennent un petit peu. Ils ont tous une petite part du gâteau de l'éolienne. Pourquoi on fait ça? Quelle drôle d'idée! Parce que déjà, ça permet de garder la gouvernance des projets d'énergie, donc que les projets deviennent des projets de territoire et d'en être, en tant que citoyen, d'en être garant de ces retombées territoriales des projets. Et donc, on a constaté dans une étude que les projets citoyens garantissaient une retombée économique des projets plus importante, 2 à 3 fois plus de retombées économiques, notamment en sollicitant des leviers de type emploi et prestations locales et les revenus de l'investissement. Parce que quand on devient actionnaire d'un projet, on a aussi des revenus du capital du projet. Et le deuxième objectif de ces projets, c'est de financer la transition énergétique. Si on sollicitait environ 1% du patrimoine financier des Français, on arriverait à financer l'ensemble de la transition énergétique. Donc ces chiffres datent de 2018, mais on ne doit pas être bien loin du compte encore aujourd'hui. Et pour ça, donc, on s'appuie sur une charte des valeurs communes à l'ensemble des projets. L'idée étant de pouvoir garantir l'intérêt territorial, c'est-à-dire que 40% de l'actionnariat des projets, donc les propriétaires du projet, doit être détenu par des acteurs locaux ou des citoyens, des habitants ou des collectivités. La participation du financement des habitants locaux, notamment 30 habitants actionnaires, et la sensibilisation et la formation des acteurs locaux. On se base aussi sur la gouvernance partagée, donc la transparence sur les prises de décision, des décisions prises à la majorité qualifiée,
Donc, même si on a que 40% entre guillemets des parts dans un projet, eh bien, on est en capacité de bloquer des décisions, des droits de veto. On appelle ça aussi la majorité qualifiée. La finance éthique, donc on mobilise l'investissement local et citoyen. Et l'écologie, où voilà, toute action a un impact. Et, la mise en place d'énergies renouvelables aussi, et on essaye de les réduire, les impacts négatifs au maximum, et d'augmenter au maximum les effets positifs. Et la dynamique locale, donc privilégier les emplois locaux et réserver un budget pour la sensibilisation. Et donc ça aussi, au niveau des associations, ça peut être intéressant de savoir que ces projets-là peuvent aussi contribuer à abonder vos activités de sensibilisation sur la transition écologique. Aujourd'hui, en France, ce réseau représente pratiquement 500 projets. Une grande majorité de ces projets, c'est du photovoltaïque. Donc j'ai mis l'image du relais orléanais dont on aura le témoignage tout à l'heure. Il y a aussi en deuxième rang maintenant les projets bois énergie citoyen. Il y en a environ 80, et les projets électricité, éolien aussi qui sont dans les premiers. Voilà. Et ensuite, des projets plus émergents, peut-être voilà, soit plus techniques, peut-être moins présents encore aujourd'hui, mais qui se développent, c'est la méthanisation, la géothermie, et il y a même un projet d'économie d'énergie. Le mouvement énergie partagée, il fédère en fait de nombreuses associations et sociétés citoyennes à travers la France, qui représentent 32 000 actionnaires, 800 collectivités, et c'est aussi énergie partagée, une coopérative qui lève donc des fonds auprès des actionnaires citoyens à travers la France. Et donc, il y a plus de 7 600 citoyens qui sont actionnaires d'énergie partagée aujourd'hui, et donc qui mettent à disposition 51 millions d'euros auprès des projets d'énergie. Et donc, c'est cet argent qu'on pourrait mobiliser. Mais comment, du coup? Concrètement, c'est quoi le tiers financement citoyen? Donc, l'idée, c'est que la société citoyenne, avec qui vous serez en contact, on peut vous mettre en contact, c'est une société constituée des citoyens locaux qui va investir et exploiter l'installation d'énergie. Et elle va le faire au service de votre association. Elle peut le faire a priori, voilà, aujourd'hui en Sainte-Val-de-Loire, plus facilement sur 2 technologies, le photovoltaïque et la chaleur bois. Le photovoltaïque, donc l'idée, c'est que la surface occupée par les panneaux solaires, que ce soit au sol ou sur la toiture, va être louée via la signature d'un bail. Et ensuite, la production d'énergie, une fois que la société citoyenne aura installé les panneaux, la production d'énergie électrique va être vendue sur le réseau via un contrat d'achat, ou va être vendue sur le réseau dans le cadre d'une installation d'autoconsommation collective, donc auprès des habitants dans un rayon de 2 km à 10 km. Et, ou alors va être autoconsommée par votre bâtiment. Et donc, l'idée, c'est que vous pourrez avoir un gain sur vos factures, un gain en loyer, puisque vous pourrez louer l'espace sur lequel vous avez mis les panneaux. Mais souvent, ce gain en loyer est assez modique sur des projets citoyens. Et vous pouvez, dans le cadre notamment d'installation d'autoconsommation individuelle, avoir une redevance à payer voilà, qui est compensée par le gain que vous avez sur votre facture d'énergie. Et ensuite, il y a la possibilité aussi de faire des projets de chaleur à travers la signature d'un contrat de fourniture de chaleur. Et donc, c'est le service de fourniture de chaleur clé en main qui est en cours d'émergence en Sainte-Val-de-Loire, qui va investir pour
réhabiliter votre chaufferie qui peut être au gaz, au fioul, et la remplacer par une chaufferie bois, qui va ainsi produire de l'énergie renouvelable sous forme de chaleur, qui va transiter dans un réseau de chaleur ou directement dans votre bâtiment. Et donc, c'est le fournisseur de chaleur clé en main qui va exploiter et maintenir, faire la maintenance de l'installation. Donc là, dans l'idée, vous aurez un coût d'abonnement et un coût de la quantité des chaleurs livrées à payer, mais vous aurez aussi voilà, un gain sur votre facture éventuellement, et puis une baisse aussi significative de votre impact environnemental de votre chauffage. Et ces projets-là, ils ont l'avantage, en plus voilà, de l'impact financier direct pour vos structures, d'avoir des co-bénéfices autour de l'éducation populaire, des retombées économiques locales, des bénéfices environnementaux, du lien social, des revenus d'investissement. Donc tout ça, c'est du bonus, et en fait, c'est l'objectif principal des citoyens qui se mobilisent sur ces projets, c'est de pouvoir inviter par l'énergie, par la production d'énergie, à se poser la question de notre impact environnemental. Donc, je passe à la suite. Il y a plusieurs dispositifs donc d'aide financière disponibles. Le service financier ou technique orientation, donc énergie partagée, qui est une porte d'entrée pour vous guider, vous outiller, faire réseau. Il y a le dispositif 1 euro citoyen, 1 euro région, avec une aide à la mobilisation de 2 000 € pour le collectif citoyen. Donc l'idée, c'est d'avoir une collecte qui soit ouverte, qui ne soit pas ciblée sur les adhérents de votre association, mais qui permette à l'ensemble des habitants du territoire de participer. Donc ça, c'est si on crée un collectif citoyen, il y a cette enveloppe possible pour faire de la communication. Il y a une aide aux études qui est de 70%, études techniques jusqu'à 10 000 € pour tout type de projet, et une étude assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'à 20 000 € pour les projets un peu plus gros, à partir de 1 MW sur les installations éoliennes, et 200 kW crête pour les installations solaires. Et une aide à l'investissement qui est d'une participation de 1 € de la région pour 1 € citoyen levé. Donc si on fait une collecte citoyenne, qu'on lève 50 000 €, la région pourra mettre 50 000 € en contrepartie. Et ça, c'est jusqu'à 100 000 € par projet. Il y a aussi une aide européenne de type FEDER sur la fiche 18, soutien aux communautés énergétiques locales, et les aides pour les projets chaleur bois qui sont liés au contrat chaleur renouvelable que nous a présenté David là juste avant. Et du coup, je vous ai fait une petite échelle un petit peu des acteurs disponibles sur le terrain qui prennent en charge ces projets. Et donc, il y a les collectifs citoyens. J'ai mis une petite fourmi en face parce que c'est des bénévoles qui portent des gros projets, qui peuvent porter plusieurs fois leur poids. Et donc, c'est vraiment intéressant de faire appel à eux. Ils peuvent faire des études d'opportunité, des services bénévoles, surtout sur du photovoltaïque, un peu sur de l'hydro, électricité, et ils peuvent prendre en charge une part de l'investissement, l'organisation de collectes citoyennes. Il y a la chaleur citoyenne avec le fournisseur de chaleur bois citoyen qui est en cours d'émergence, qui peut prendre en charge des études et des services type analyse, audit, et l'investissement et l'exploitation des chaufferies bois. Les études photovoltaïques sur toute surface dans le cadre d'Enercop Centre-Val de Loire, donc qui est une coopérative citoyenne à l'échelle régionale. Donc là, j'ai mis une petite abeille parce que ça fait partie d'une grande ruche Enercop qui est un fournisseur d'électricité au niveau national, et donc qui peut prendre en charge des services d'études et l'investissement dans du solaire photovoltaïque plutôt de grande ampleur autour du solaire
à partir, enfin, c'est pour vous donner un ordre de grandeur de 3 hectares au sol et puis 20 000 mètres carrés sur toiture ou ombrière. Mais voilà, je vous invite à prendre contact avec nous pour évaluer l'opportunité du projet. Voilà, ne pas vous auto-censurer pour autant. Et l'investissement photovoltaïque aussi de plus grande ampleur, en tout cas qui a une plus-value économique un peu plus importante autour des SEM, donc des sociétés d'économie mixte, qui peuvent aussi associer plus facilement les collectivités locales au projet. Voilà, donc il y a une carte qui vous sera transmise avec l'ensemble des acteurs, des collectivités impliquées, des collectifs citoyens impliqués et des SEM, et des exemples aussi de projets existants. Et donc, j'enchaîne sur les exemples. Donc, le collectif Blaise Watt du côté de Blois qui a pris en charge l'installation de 600 mètres carrés, donc 100 kW de panneaux solaires et la construction d'un hangar pour le maraîcher de la MAP de Saint-Lubin. Donc, 130 000 € pris en charge par le collectif à 100%. Le projet photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge à Saint-Benoît-la-Forêt, qui est un investissement de près de 3 millions d'euros. De 2 millions d'euros sur près de 3 mégawatts crête, donc 3 hectares d'ancienne décharge, qui est pris en charge à 40% par les citoyens via une société citoyenne locale et énergie partagée à investissement, donc la coopérative nationale, et 60% pris en charge par un développeur privé classique qui aurait pu prendre en charge le projet tout seul. Sinon. Et un exemple de chaufferie bois. Donc là, il n'y en a pas encore en région centre, mais il y en a, on en a vu près de 80 partout en France. Et donc là, j'ai pris l'exemple de l'Emmaüs d'Annemasse qui a été développé par Forest ENR. Donc vous avez une petite vidéo aussi qui peut vous éclairer sur comment ils ont pris en charge ce projet. Et l'idée, c'est que ce soit possible de faire pareil en Centre Val-de-Loire. Donc là, ils ont pris en charge un investissement de près de 500 000 €. Voilà. Donc, il y a un réseau de chaleur de 130 mètres pour alimenter l'ensemble des activités et des logements résidences de l'Emmaüs d'Annemasse. Et voilà. Et le dernier, c'est la porte ouverte au collectif des survotés du canal. Donc là, je passe la parole du coup. Merci beaucoup Anne-Fleur pour tous ces éléments. Du coup, en effet, je vais reprendre la main et pour ensuite retransférer la parole à Étienne pour présenter du coup justement l'association du relais orléanais. Oui, donc je suis prêt à intervenir. Vas-y. Bon, le relais orléanais, donc c'est une association très locale, comme le dit son nom, qui a été créée en 1984, donc ça fait déjà plus de 40 ans, avec pour objectif principal de venir en aide aux personnes les plus en difficulté, et c'était en particulier les gens qui étaient vraiment dans la rue, qui vivaient dans la rue. Et l'association, depuis 40 ans, elle s'est développée évidemment, et s'est surtout complétée avec plusieurs sortes de services annexes. Alors, en premier lieu, c'était l'alimentation, donc confection et services de repas au chaud et à l'abri. Et ensuite, il y a eu un service de douche, un service de lessive et surtout aussi une équipe de service social pour que les gens puissent un jour retrouver une autonomie. Donc, à base de renseignements, d'informations sur le logement, sur les emplois, les formations, etc. Donc, on voulait apporter une aide assez complète qui s'ajoutait aussi évidemment à un aspect qui nous paraît important, c'est la relation entre les gens, la relation sociale, réinsérer les gens socialement, à tout point de vue. Donc, on avait un vieux bâtiment depuis déjà plusieurs années
qui n'en pouvaient plus, qui devenaient inadaptés parce qu'on est passé de 70 personnes accueillies à plus de 100, puis à 200. Donc, c'était un bâtiment pour lequel on a fait des recherches d'adaptation qui étaient coûteuses et peu satisfaisantes. Donc, on a décidé de reconstruire complètement le bâtiment. Ça nous donne le bâtiment avec un toit plat qui nous convenait parfaitement. Et de là est venue l'idée d'aménager ce toit, qui d'ailleurs, anecdote curieuse, au départ, je souhaitais un toit végétalisé. Et finalement, ça n'a pas été possible. Et d'ailleurs, avec le temps, on a découvert que pour une installation photovoltaïque, le toit à gravillon était plus adapté. Donc les survoltés du canal ont été contactés. On a commencé des études de faisabilité, de coûts, de rentabilité, etc. Et là, c'est une partie plus technique. Mais bon, très vite, évidemment, ça nous intéressait et on voyait l'intérêt pour notre structure, déjà en essayant d'amortir certains frais en énergie. Donc voilà la présentation de l'association où il y a plus de 80 bénévoles qui participent parce qu'il faut tous les jours une équipe de service pour l'alimentation. Et donc ça permet d'accueillir effectivement plus de 200 personnes chaque jour, chaque midi, dans des locaux qui sont complètement adaptés. Et maintenant qu'on a besoin évidemment de chauffer, d'alimenter en dépenses d'énergie et en particulier les dépenses de la cuisine, ça c'est celles qui sont prioritaires en début de journée. C'est pas forcément les heures les plus adaptées pour le solaire, mais c'est le fonctionnement actuel. On peut pas trop faire autrement. Et puis ça alimente bien sûr l'eau chaude des douches, l'énergie des machines à laver, des chambres froides, etc. Voilà le panorama très rapide de l'association. Et donc, pour la question plus technique de présentation de l'installation, c'est plutôt Joël. Alors, avant de passer la parole à Joël, on propose une petite vidéo qui, alors, on espère que la qualité sera au rendez-vous, mais nous permettra d'avoir aussi quelques images par rapport à ce que vient d'évoquer Étienne. Alors, je lance la vidéo, vous allez me dire si ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on aboutit au projet, c'est l'inauguration. On va le célébrer tous ensemble et ça encouragera le mouvement. Fin mai 2025, les Survoltés du Canal, un groupe de citoyens de Saint-Jean-de-Bray, ont inauguré leur première centrale solaire. Il s'agit d'une installation pour le bâtiment du relais orléanais. Cette association aide les personnes en situation de précarité. Elle sert, entre autres, des repas chauds à plus de 260 personnes chaque jour. Une institution très engagée dans le domaine social. L'ADN du relais orléanais est le social. Dans notre réseau salarié, près de la moitié des salariés en insertion. Mais nous avons aussi une préoccupation environnementale. Nous recherchons une réduction de nos coûts énergétiques. Les études nous ont montré qu'en installant le nombre de panneaux photovoltaïques qu'on a installés, on pouvait réduire notre facture de 30%. Dans ce projet, il y a eu 3 grandes étapes. L'émergence, la naissance du projet, avec l'approche de l'architecte et du président du relais orléanais, qui ont proposé aux survoltés ce projet. Les survoltés étaient justement à la recherche d'un projet photovoltaïque sur une toiture. Par la suite, donc, le développement, donc c'est une étape importante où là, il y a des aspects techniques, juridiques, financiers, économiques. Et là, on a, grâce à l'équipe que constituait les survoltés, avec beaucoup de bénévoles engagés et connaissant différentes disciplines, on a pu mener tous ces sujets à terme. L'installateur choisi a été Helio Solar, à qui on a pu faire toute confiance, car il nous a proposé un excellent projet réalisé dans les meilleures conditions. C'était tout à fait logique et normal que le conseil régional participe à subvenir aux besoins pour les études et ensuite apporte son écho de 1 euro pour 1 euro citoyen dans ce projet-là. L'écologie sera populaire ou ne sera pas, et là on a un exemple parfait vraiment de ce qui peut se faire dans ce sens, je pense.
Ce projet s'est concrétisé grâce à 2 outils. D'abord, la SAS Watt au centre. Créée par 3 collectifs de citoyens, elle a permis de collecter l'ensemble de l'investissement. Puis, la coopérative Enercop, qui joue le rôle de responsable d'équilibre. Nous, le projet nous a tout de suite parlé parce que c'est un projet citoyen et c'est l'exemple même de ce que peut faire un projet citoyen, c'est-à-dire d'être ancré dans une réalité et d'avoir un impact social vraiment sur le territoire. C'est très très motivant pour les suivants, pour ceux qu'on peut envisager, car les résultats sont vraiment à la hauteur et on a appris beaucoup. Et les partenariats noués et la mobilisation que ça peut entraîner dans notre équipe et dans le milieu associatif local nous permet d'espérer des retombées plus tard. Pour pouvoir maximiser l'impact social des projets d'énergie renouvelable, l'idéal c'est de s'adresser à ceux qui en ont besoin. Et les acteurs sociaux sont toujours en recherche pour pouvoir continuer leur action de la meilleure façon. On a 2 objectifs, renforcer le réseau, trouver de nouvelles réalisations, mais aussi renforcer nos actions sur la sobriété. Et là, on a tout un boulot sérieux à faire. Voilà pour cette vidéo. Vous avez peut-être reconnu Anne Fleur et puis Joël Joël, je pense que tu es dans le coin. Si tu peux, si ta caméra fonctionne, peut-être l'activer. Joël, est-ce que tu nous entends? Je peux ajouter un mot Oui, bien sûr, ouais. La participation citoyenne, puisque j'en ai peu parlé. C'est que le budget a été évalué pour l'installation à 80 000 €. Donc, il s'agissait pour nous de réunir 40 000 € à partir de citoyens qui acceptaient de placer leur argent dans cette opération. Et finalement, on a, avec l'aide des survoltés, de tout le réseau d'amis et familles, des bénévoles, on a réussi à réunir 43 000 €. Donc, à partir de là, on se sentait assez libéré pour finaliser l'installation. Ouais, et puis, je me permets de le dire aussi, je crois, Mathilde Tourette, qui représente l'ADER, est également présente. Je crois aussi que vous avez participé à l'appel à projet que propose donc cette centrale d'achat associative. Donc, vous avez eu aussi un prix par rapport à ce projet-là, qui vous a permis une extension aussi du projet avec l'installation, je ne sais plus, d'une dizaine de panneaux supplémentaires, je crois. Oui, c'est ça, oui. Au départ, l'idée, c'était même d'acheter des batteries, ce qui nous aurait permis d'accumuler pour le lendemain. Mais finalement, on s'est aperçu après étude que ce qu'on aurait pu accumuler, c'était dépensé dans la première demi-heure de fonctionnement de la cuisine. Donc, c'était très moyennement intéressant, quoi. Donc, on s'est tourné plutôt vers une extension. Ok, merci. Joël, je crois tu as la parole. Je ne sais pas si ta caméra fonctionne. Bon, sinon, en tout cas, tu as la main aussi sur le diaporama. Donc, je te laisse intervenir. Alors. Bon, si ça y est, elle marche, non, ma caméra. Ça y est, j'y suis arrivé. Bon, on m'entend là? Oui. Nous, les Survoltés du Canal, on est une association qui existe depuis 2019. Et dès le départ, on a cherché à faire de l'énergie renouvelable citoyenne. Et donc, on s'est focalisé sur le photovoltaïque parce que c'est quelque chose de simple et qui était à notre portée. À partir de là, donc, on a prospecté pour un certain nombre de projets. À l'époque, on a eu un projet sur les locaux d'Emmaüs à Orbe, sur la salle de vente, et puis pour des questions techniques, c'est-à-dire pour des questions d'isolation thermique, en fait, on s'est retrouvé un petit peu coincé parce que l'isolant qui était sur le toit ne supportait pas les charges qui arrivaient dessus.
Donc, on a continué à prospecter jusqu'au moment où on a rencontré l'équipe du relais. Donc, on s'est retrouvé sur un bâtiment neuf qui était chauffé au gaz et donc avec cette fameuse cuisine qui était, elle, qui fonctionnait à l'électricité. Et donc, à partir de là, on a regardé ça d'un petit peu plus près. Sachant que le bâtiment était récent, qu'il devait être RT 2012, on ne s'est pas intéressé trop à tout ce qui était chauffage, mais on s'est intéressé à toute la partie cuisine. Donc à partir de là, on a conduit un projet photovoltaïque sur la toiture, avec une exposition est-ouest afin de, on va dire, de lisser la production sur la journée, et pas avoir un pic à midi si on l'avait mis au sud. Et donc, à partir de là, on a regardé un petit peu l'état du productible, on l'a comparé à la consommation du relais, et on s'est aperçu que, quelque part, dès qu'on était au-delà de l'hiver, on avait un apport solaire qui était relativement intéressant, qui permettait de faire donc des économies. Donc, comme en tant qu'association, on ne fonctionne pas comme une entreprise et que tout ce qui était TVA, il fallait qu'on la paye, donc on a décidé de construire une SAS avec deux autres associations sur le département du Loiret. Et à partir de là, donc, on a créé une SAS qui s'appelle Watt au Centre, qui nous a permis donc d'émettre des actions, qui nous ont permis donc de financer un petit peu plus de la moitié du projet, sachant que la région en fait abondait à l'époque 1 euro citoyen pour, 1 euro région pour 1 euro citoyen. Donc, à ce moment-là, l'idée de revendre tout à EDF, sachant que la législation avait changé, bon, c'était pas rentable. Et donc, bien entendu, on a privilégié l'autoconsommation individuelle. Donc, on a comparé le productible de la centrale et puis la production, enfin, la consommation du relais. Et il s'est avéré que on avait très peu de surplus, et ce surplus, en fait, il est prévu qu'on le vende en autoconsommation collective, sachant que le surplus est relativement faible. Et donc là, c'est un nouveau projet qui démarre, soit avec une copropriété pour tout ce qui est alimenter les ascenseurs, et puis un restaurant, donc la Fabrique d'Hugo, qui est un restaurant un petit peu particulier, dont le patron en fait est un handicapé qui est proche en fait du relais orléanais. Quoi dire d'autre? Peut-être, est-ce que, sur le diaporama d'ailleurs, Joël, je ne sais pas si tu veux passer les slides. Je ne sais pas si on a des slides. Si, là, tu peux passer les slides, ou alors je le fais si tu préfères. Ouais, moi je préfère que tu le fasses parce que moi je ne sais pas comment ça marche. D'accord, ça marche. Du coup, tu as des slides là, c'est rapidement pour, alors sans forcément rentrer dans les détails, mais pour montrer un petit peu quel est le premier un peu bilan aujourd'hui de. Donc sur la gauche, là, en fait, ça c'est la production qui est prévue, qui était prévue par les logiciels de calcul. Et puis, sur celle de droite, en fait, il y a les économies qui sont réalisées, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, en fait, toute la partie orange qui est au-dessus des parties bleues, ça doit correspondre, en fait, si je comprends bien, peut-être au surplus. En fait, en rouge, c'est les énergies, c'était ce qui a été consommé en 2024 et en bleu en 2025. Donc, c'est la différence. Oui, d'accord. Oui, c'est pas du tout ce que je pensais. Donc, en fait, donc on s'aperçoit quand même qu'on a une certaine économie à partir du moment où on a quand même mis le photovoltaïque. Et donc, en fait, la partie qui est au-dessus des bleus
jusqu'en haut en rouge, en fait, c'est la partie économique. Si j'interprète bien le schéma. Ok. À partir de là, donc, le relais a eu l'opportunité de mettre des batteries. Et comme l'a expliqué Étienne, bon, il s'est retrouvé que ces batteries, visiblement, elles étaient vidées dans la première demi-heure, dans la première heure, puisque quand les gens arrivent le matin à 8 heures, en fait, la cuisine se met en marche et au niveau de la consommation, là, il y a un certain nombre d'appareils qui consomment énormément d'électricité. Et donc, avec cette subvention qu'ils avaient récupérée, en fait, en discutant, on a préféré acheter des panneaux photovoltaïques qu'on a mis à l'est, mais au lieu qu'ils soient très très peu inclinés comme c'est ceux qui sont sur la toiture, ici on les a mis à l'est, mais fortement inclinés pour que le maximum de production en fait se fasse le matin. Et à partir du moment où on a mis en place ces panneaux-là, eh bien le matin, on a plus tout à fait le même aspect de consommation, parce que le matin, donc, on a toujours, donc, au moment où les gens arrivent le matin, qui mettent en route la cuisine, il y avait un pic important. Là, on a cette partie du pic, en fait, on l'a relativement lissé, quoi. Donc, en gros, pour nous, c'est relativement intéressant, sachant que nous, en tant qu'association, c'est la partie économie d'énergie et sobriété. Et donc, au niveau sobriété, on est relativement content de notre résultat. Bon, sachant aussi que le relais, ça s'adresse à une population qui, elle aussi, nous intéressait d'aider. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du surplus? Et donc le surplus, on va essayer de le valoriser en autoconsommation collective, sachant qu'aujourd'hui, le surplus, on le vend à Enercoop à 6,5 centimes le kilowattheure. Et donc, bon, l'idée, ça serait pas forcément de le vendre plus cher, mais de le vendre à des gens qui sont à proximité du relais. Donc, juste en face, il y a 4 bâtiments qui est donc la cité des Beaumont, qui ont des ascenseurs, et puis il y a un restaurant un petit peu plus loin. Et donc là, on est en train de regarder comment on pourrait faire pour affecter l'électricité qui ressort des panneaux, enfin qui ressort du relais puisqu'elle n'est pas autoconsommée, sur ces 2 sites-là. Voilà où on en est pour l'instant de ce projet. Et puis, on est toujours en train de rechercher aussi d'autres projets. Là, on en avait un actuellement sur une école à Saint-Jean-de-Bray qui était en rénovation. Donc, en rénovation de couverture. Et donc, on leur a proposé de mettre du solaire dessus. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que, comme c'est une collectivité publique, c'est du problème de relation avec les collectivités publiques et puis les marchés publics, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Joël. Bon, je pense que vous l'avez compris aussi, l'objectif de cette intervention, c'est aussi finalement, c'est un peu du donnant, quelque part. On a quelque part des associations de citoyens qui cherchent, si je résume, des toits, et puis de l'autre, des associations dont le contexte financier, sans doute, ne permet pas des investissements comme on a pu les voir. Et donc, l'objectif aussi de ce type d'intervention, c'est d'encourager un petit peu la rencontre de ces deux mondes associatifs. Merci beaucoup, Joël. Merci, Étienne. Je vous propose peut-être de passer à une petite séquence de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Ou si tout est clair, c'est super. Bonjour. Bonjour, ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on est une association basée à Marot au bois.
Et non, Maropré, d'ailleurs, je dis des bêtises. Et on va installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment. Mais en fait, ça va être fait par une société avec qui on a pour le moment conclu un bail, Colibri Solar. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et nous, notre intervention, en fait, elle ne sera pas en direct, puisqu'on va passer par le biais de cette association. Donc, pour le moment, on n'a pas effectivement pris la tâche de l'ADEME ni d'autres organismes, parce qu'en fait, on les laisse gérer tout le projet. Alors, est-ce qu'à un certain moment, on peut quand même solliciter l'aide des spécialistes, là, que ce soit dans les différentes structures que vous avez évoquées? Je vous propose de prendre contact avec moi. Moi, je connais pas cet acteur. Je pense que ça doit être un acteur privé. En tout cas, il fait pas partie du réseau des collectifs citoyens. Oui. Voilà. Ils sont installés dans le sud de la France. D'accord, oui, c'est un développeur privé. Et votre surface de toiture, du coup, pour le projet, c'est plus de 1000 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous avez un projet assez un peu plus intéressant que la moyenne en termes de surface. Et du coup, ça a attisé quand même l'intérêt des professionnels du secteur. Voilà, mais j'imagine, si vous avez déjà signé la promesse de bail, je pense que c'est un peu tard pour nous. Oui, voilà. Mais voilà. Pardon. On était intéressés, parce que c'est pas comme le relais. Le relais a fait des travaux, ils sont sur un bâtiment neuf. Nous, c'est un bâtiment très ancien, puisqu'il date de 1931, et on a un problème de toiture. Donc, en fait, la structure, la société nous propose un partenariat et nous reconstruirait une toiture neuve, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un peu le même fonctionnement, ce qu'on propose, que vous vivez là avec cette entreprise privée, que ce que proposent les collectifs citoyens. Après, voilà, je pense que dans le cadre des collectifs citoyens, c'est plus délicat. Il faut vraiment des conditions particulièrement intéressantes pour qu'ils prennent en charge la toiture. Aujourd'hui, il y a quelques années, je pense que c'était possible, mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus compliqué. Après, suivant mais en effet, le plus simple sera sans doute de rééchanger avec Anne Fleur, mais il y a un des exemples que tu as montré, Anne Fleur, où il y a eu un partenariat avec un privé, et c'est peut-être ça, s'il est encore temps, qui pourrait être examiné, c'est dans quelle mesure il y a possibilité de combiner. Sur 1000 mètres carrés de toiture, il n'y a pas suffisamment de plus-value pour plusieurs acteurs. Pour un privé, d'avoir... ok. Ouais, je pense pas que ça va l'intéresser. Ok. Mais voilà, moi n'hésitez pas à me recontacter. Oui, je vous recontacterai comme ça en direct. Oui. Ok, très bien. C'est tout pour moi, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Non, a priori non. Bon, après, de toute façon, donc vous aurez les coordonnées des différents intervenants. Il ne faudra pas hésiter à les solliciter. Il nous reste quelques minutes. Je voulais évoquer peut-être alors bon, ça a déjà été pour partie présenté par Anne Fleur ou David, mais présenter d'autres dispositifs d'aide qui pouvaient être mobilisés. Je pensais notamment au certificat d'économie d'énergie. Donc, alors ça va être très difficile de le résumer en quelques minutes, mais le précédent webinaire, justement, il y avait une intervenante d'une association qui a une expertise sur le sujet, qui a justement développé la présentation des C2E. Mais en gros, voilà, tout fournisseur d'énergie a finalement une obligation de financer des projets d'économie d'énergie. Et donc, voilà, Total, EDF, etc. Et donc, vous pouvez vous rapprocher de ces fournisseurs d'énergie pour financer des projets d'économie d'énergie, et donc y compris autour des énergies renouvelables, évidemment. Donc les C2E, c'est un dispositif qui
alors qui peut être complexe, mais qui permet quand même d'accéder à des financements. Après, il y a, ça a été évoqué, conseil régional, notamment dans le cadre des CRST, et la région via aussi le FEDER, donc sont aussi des sources de financement. Alors, David, je pense, a eu raison de ne pas rentrer dans les détails, mais il y a un partenariat, il l'a évoqué, entre conseil régional et l'ADEME, et le réseau de conseillers qu'il a présenté, finalement, aide aussi à combiner ces financements-là, FEDER, conseil régional, financement ADEME avec le Fonds Chaleur, pour optimiser, j'allais dire, l'obtention de ces financements. Alors, je vois que David tout prend à la fait, main, ouais. tu peux peut-être préciser un peu ça. Ouais. Ouais, en tout cas, pour la chaleur renouvelable, nos animateurs font un peu aussi l'ingénierie financière et aident à optimiser les plans de financement partout où il peut y avoir des aides à aller chercher. Et pareil, très rapidement, sans rentrer dans les détails, dans certains cas, les certificats d'économie d'énergie sont aussi cumulables avec des subventions. Ok. Et donc, ils aident aussi là-dessus? J'en profite pour te poser la question, David. Est-ce que tu sais Oui. Sur la partie aller chercher les C2E, non, parce que mais par contre, ils vont quand même identifier s'il y en a de mobilisables. Enfin, un minimum, je pense. Ça. Ok, ça marche. Merci. Voilà, il y a un dernier dispositif aussi porté par le Conseil régional qui s'appelle Cap Transition écologique. Alors, pour le coup, ils ne vont pas financer directement des investissements en panneaux solaires ou en pompe à chaleur, etc. Ça va être plutôt ce qu'a évoqué aussi David tout à l'heure, des installations qui vont chercher à valoriser la chaleur fatale. Ça peut rentrer dans le dispositif Cap Transition, mais pas les pompes à chaleur, pas les panneaux. Voilà, donc c'était un aperçu très rapide. C'est pareil, ce tableau-là, vous l'aurez dans le diaporama qui sera bientôt accessible sur le site de FNE. On vous renverra les liens à la fois vers le webinaire et donc c'est tous les diaporamas qui ont été présentés. Je vous rappelle donc le prochain webinaire le 10 avril. Je vais accélérer un petit peu, il ne nous reste plus que 2 minutes. Voilà, c'est un petit peu la conclusion. De toute façon, encore un grand merci aux différents intervenants pour la qualité aussi de leur présentation sur les sujets qui ne sont pas forcément évidents et avec un timing assez contraint. Mais encore une fois, merci beaucoup. Et puis, écoutez, encore une fois, donc vous aurez les coordonnées. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion là de poser vos questions, vous n'hésiterez pas à contacter ces différentes personnes. En tout cas, je vous remercie bien et je vous dis peut-être à bientôt, le 10 avril notamment, et ou le 27 mars pour la journée consacrée à la sobriété. Merci à tous et à toutes.